L'une est médecin, l'autre est femme de ménage, l'histoire de mon émancipation. L'une de mes filles est médecin, l'autre est femme de ménage, a annoncé mon père, en levant son verre devant les 14 invités, lors de notre dîner de Thanksgiving en famille. Et puis, il a ri. Et alors, ils ont tous ri. Ma fille de 8 ans était assise juste à côté de moi. Elle a tiré sur ma manche, et m'a chuchoté, « Maman, est-ce que c'est mal, d'être femme de ménage ?» Ce fut le dernier Thanksgiving où je suis restée silencieuse, car ce que j'ai dit ensuite, devant chaque personne présente à cette table, a tout changé y compris mon père. Il n'a plus jamais organisé de dîner de fête depuis. Mais avant de vous raconter ce que j'ai dit ce soir-là, vous devez comprendre ce qui s'est passé durant les 6 années précédentes, et pourquoi l'homme que mon père essayait tant d'impressionner, tout au long de la soirée, était la seule personne dans cette pièce qui savait déjà exactement qui j'étais. Avant de continuer, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner, mais seulement si vous vous sentez vraiment connecté à cette histoire. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, et quelle heure il est chez vous actuellement. Je m'appelle Théa O'Neill. J'ai 31 ans. Je suis une mère célibataire, et depuis 6 ans, ma famille m'appelle la femme de ménage. Laissez-moi vous ramener au printemps, il y a 6 ans, la semaine où je suis revenu chez mes parents, avec rien d'autre que 2 valises et une enfant de 2 ans sur la hanche. Le trajet depuis Richmond jusqu'à Millbrook prend environ 2 heures, si l'on ne s'arrête pas. Je me suis arrêté 3 fois, parce que Lily ne cessait de pleurer. Elle avait 2 ans, elle ne comprenait pas pourquoi son papa n'était pas dans la voiture. Pour être honnête, moi non plus. Mon ex-mari est parti un mardi, a vidé le compte bancaire le mercredi, et a demandé le divorce depuis l'adresse de sa mère le jeudi. Le vendredi, je me tenais sur le perron de mes parents à Millbrook, en Virginie, tenant un sac à langer et ce qu'il me restait de dignité. Mon père a ouvert la porte. Il a regardé les valises, puis moi, puis Lily. Le pavillon à l'arrière est vide, a-t-il dit. C'est temporaire. N'en fais pas une habitude. Pas de câlin. Pas de « est-ce que tu vas bien ?» Juste des conditions. Le pavillon faisait 28 mètres carrés et une chambre, une kitchenette, et une salle de bain avec une douche où l'eau devenait froide après 4 minutes. Mais il se trouvait sur le terrain de mes parents, et il n'y avait pas de bail, pas de paperasse, juste la parole de mon père. À l'époque, je ne pensais pas que cela avait de l'importance. En une semaine, je frappais aux portes pour nettoyer des maisons, à $15 de l'heure en espèces, pendant qu'une voisine gardait Lily. Je récurais des baignoires, je lavais des parquets, et j'organisais des garde-manger pour des femmes qui menaient la vie que je pensais, moi-même, avoir un jour. Ce même mois, Meredith, ma sœur aînée, terminait son internat en dermatologie. Mes parents ont organisé un dîner pour 20 personnes. Je suis arrivé en retard, car j'étais encore en train d'essuyer des traces d'eau de javel sur mes mains, chez une cliente à l'autre bout de la ville. Richard, mon père, n'a pas manqué l'occasion. Il s'est levé, en bout de table, et a dit assez fort pour que chaque invité puisse l'entendre, « Désolé pour le retard de Théa. Elle était occupée à récurer la baignoire de quelqu'un. » Tout le monde a ricané. Meredith a détourné le regard. Je me suis assise, et je n'ai pas dit un mot. C'était la première fois. Ce ne serait pas la dernière. Le fait est que les plaisanteries n'ont pas commencé quand je suis revenu vivre ici, elles avaient commencé bien avant mon départ. En grandissant, Meredith était celle qui bénéficiait de cours de soutien pour le SAT, de stages d'été avancés, et de visites d'universités prestigieuses comme Duke ou UVA. Lorsqu'elle a été acceptée en école de médecine, mon père a contracté une 2e hypothèque pour payer ses frais de scolarité. Chaque centime, sans aucune hésitation. Quand est venu mon tour, il m'a fait asseoir à la table de la cuisine et m'a dit, « L'université communautaire, c'est bien suffisant pour quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme moi. » J'entends encore cette phrase quand je ferme les yeux. Je suis allé au Blue Ridge Community College. J'ai payé mes études moi-même, en étant serveuse, babysitter, et en nettoyant l'église le dimanche. J'ai obtenu mon diplôme en 2 ans, avec mention. Personne n'est venu à la cérémonie. À chaque Thanksgiving, à chaque Noël, à chaque brunch de Pâques, mon père nous présentait de la même manière, « Voici ma fille, le docteur Meredith O'Neill Hartley. » Puis il se tournait vers moi, presque par mégarde, « Et voici Théa. » Pas « Théa, diplômée avec mention. » Pas « Théa, qui élève seule son enfant. » Juste Théa.
Ma mère ne l'a jamais repris, pas une seule fois. Quand j'abordais le sujet, Patricia soupirait, en pressant ses doigts contre ses tempes, ton père veut simplement le meilleur pour vous deux. Ne sois pas si sensible. Voici ce que personne, autour de ces tables de fête, ne savait, les études de médecine de Meredith ont coûté 400 000 $. Mon père en a couvert environ la moitié. Le reste provenait de prêts fédéraux, 180 000 $ de dettes que Meredith traînait toujours, silencieusement, invisiblement, alors que tout le monde l'appelait, celle qui a réussi. Mais à la table des O'Neill, l'image était primordiale, et mon image avait déjà été décidée pour moi. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Cela s'est produit comme la plupart des choses quand on est désespéré, non pas avec un plan, mais par un enchaînement d'observations. Au cours de ma 2e année de retour à Millbrook, j'avais nettoyé plus de 60 maisons, et j'ai commencé à remarquer quelque chose. La vallée de Shenandoah regorgeait de domaines de vacances de grandes propriétés appartenant à des gens qui vivaient à Washington ou à Richmond, et qui ne venaient que 4 fois par an. Ces maisons avaient besoin de plus que d'un simple ménage, elles avaient besoin de gestion. Des gardiens, des calendriers d'entretien, la gestion des arrivées des invités, et quelqu'un capable d'ouvrir la porte à un plombier à 7 heures du matin, ou de refermer après le passage d'un traiteur à minuit. Personne ne faisait cela correctement. J'ai créé une LLC, j'ai construit un site web à 2 heures du matin pendant que Lily dormait, et j'ai nommé l'entreprise Magnolia Estate Service. Cela sonnait plus important que ça ne l'était en réalité, puisque, à l'époque, ce n'était que moi, et un ordinateur portable d'occasion. J'ai signé mes 3 premiers contrats de gestion de propriété le même mois. Ce n'était pas gigantesque, mais c'était concret. Je l'ai dit à ma mère. J'étais enthousiaste. J'ai dit, maman, je viens de signer 3 clients. Je suis en train de bâtir quelque chose. Patricia a hoché la tête, c'est bien, ma chérie. Meredith vient d'être invitée à donner une conférence de dermatologie à Boston. Je me tenais dans la cuisine, mon téléphone à la main, avec la confirmation du contrat encore affiché, et j'ai compris complètement, enfin, de manière permanente, que rien de ce que je construirais n'aurait jamais de valeur dans cette maison. Je pourrais guérir le cancer, que ma mère me demanderait si Meredith ne l'avait pas guéri avant moi. Ce soir-là, une fois Lily endormie, mon téléphone a sonné à un numéro inconnu avec l'indicatif 540. Allô, a dit la voix. Je m'appelle Gloria. Je suis la sœur de ton père, et je pense que nous devons parler. J'ai failli lâcher mon téléphone car, dans cette famille, Gloria Ashford était un nom que l'on ne prononçait pas à voix haute. Mon père avait une sœur au passé, du moins dans sa version des faits. Gloria Ashford avait divorcé de son mari 10 ans avant cet appel. Dans une ville comme Millbrook, où le Rotary Club ouvrait encore ses réunions par une prière, et où les couples qui se séparaient changeaient de comté, c'était suffisant pour créer un scandale. Mais Gloria n'était pas partie. Elle était restée, avait ouvert une boutique d'antiquités sur Birch Street, vivait seule, et aimait cela. Richard l'avait totalement rayée de sa vie, nous racontant qu'elle était une honte pour le nom de famille. Je ne lui avais pas parlé depuis une décennie. J'ai entendu parler de toi par un client commun, a dit Gloria autour d'un café, la semaine suivante. Sa boutique sentait le cèdre et les vieux livres. Une femme dont tu gères la maison au bord du lac. Elle ne tarissait pas d'éloges à ton sujet. Les petites villes. Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Gloria n'a pas perdu de temps. Je veux investir dans ta société. 15 000 $ ce n'est pas un prêt, mais une prise de participation parce que quelqu'un aurait dû croire en toi, il y a bien longtemps. Je l'ai dévisagé. 15 000 $, c'était plus que ce que j'avais gagné au cours des 3 derniers mois cumulés. Je ne fais pas ça pour contrarier ton frère, a-t-elle ajouté, comme si elle lisait dans mes pensées. Alors, pourquoi? Parce que je sais ce que c'est que d'être effacé d'une famille pour avoir choisi sa propre vie, a-t-elle dit, en posant sa tasse. Ça te rappelle quelque chose? J'ai pris l'argent, j'ai embauché 2 employés à temps partiel, et j'ai commencé à gérer les opérations comme une véritable entreprise, et non plus comme une course solitaire. Avant que je ne parte, Gloria a dit une chose qui m'est restée, la famille devrait être un refuge, Théa, pas une cage. Puis elle a marqué une pause, il y a quelque chose que je sais sur ton père et que tu ignores, mais ce n'est pas encore le moment. Je suis rentré chez moi avec plus de questions que de réponses, et un chèque qui allait tout changer. 2 ans, c'est le temps qu'a duré le calme. À 27 ans, j'avais 5 employés, 8 propriétés sous contrat,
et une réputation grandissante dans la vallée. Magnolia était encore modeste, mais c'était du sérieux. J'ai réinvesti chaque dollar, j'ai acheté une vraie camionnette de travail, et j'ai imprimé des cartes de visite avec un logo. Lily m'a aidé à choisir un magnolia blanc sur fond vert foncé. Je vivais toujours dans le pavillon, toujours sur le terrain de mon père, toujours sans bail. C'est alors que Richard a décidé de me faire une piqûre de rappel. C'était lors d'un dîner dominical, le seul type de repas que mes parents organisaient sans inviter de public. Pain de viande, purée, Meredith et Donald en face de moi, Lily qui coloriait dans un coin. Au milieu du repas, Richard a posé sa fourchette. Ce terrain, là-bas derrière, a de la valeur maintenant, a-t-il dit, d'un ton désinvolte, comme s'il commentait la météo. Je vais peut-être devoir réorganiser les choses. J'ai levé les yeux, réorganiser les choses? Comment ça? Ne t'en fais pas pour ça. Sache simplement que rien n'est permanent. La pièce est devenue silencieuse. Meredith fixait son assiette. Donald a bu une longue gorgée d'eau. Patricia s'est occupée avec la salière. Personne n'a dit un mot, car dans cette famille, quand Richard faisait une déclaration, ce n'était pas une conversation, c'était un verdict. Plus tard dans la soirée, une fois Lily couchée, Patricia m'a appelé. Sa voix était tendue, à mi-chemin entre l'excuse et l'instruction. Quelqu'un est venu voir la propriété, la semaine dernière, a-t-elle dit. Un promoteur? Mon cœur a plongé. Quel promoteur? Je ne connais pas les détails. Ton père s'occupe de ces choses-là. Une pause. Ce n'est probablement rien. Je n'aurais pas dû en parler. Elle a raccroché. Je me suis assise sur le bord de mon lit, dans ce pavillon sur une terre qui ne m'appartenait pas, dans une maison sans bail et j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. J'ai commencé à chercher une location, quelque chose près de l'école de Lily, quelque chose que je pourrais me permettre. Le problème avec Millbrook, c'est que c'est une petite ville avec un marché immobilier très tendu. Les locations de 3 chambres près de l'école élémentaire Jefferson étaient quasiment inexistantes, et celles qui étaient disponibles coûtaient 2 fois ce que je pouvais décaisser sans mettre l'entreprise en péril. Patricia l'a appris en moins d'une semaine. Dans une ville de cette taille, l'agent immobilier que j'avais appelé était la fille d'une de ses amies. Le téléphone a sonné à 8 heures du matin. Tu cherches des appartements? La voix de Patricia tremblait. Tu vas nous enlever Lily. Maman, je n'enlève personne. Ton père va être anéanti, après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai eu envie de demander ce qu'ils avaient fait exactement, mais je me suis tue. Ce soir-là, Richard a appelé. Sans préambule. Si tu déménages, tu ne pourras compter que sur toi-même, totalement. Sa voix était plate, factuelle. Ne compte pas sur nous pour garder Lily le week-end. Ne t'attends pas à des invitations pour Thanksgiving. Tu es sérieux. Je suis pragmatique. Il savait exactement où appuyer. Lily appelait mes parents tous les soirs avant de dormir. Elle dessinait des images du jardin de grand-père. Elle comptait les jours entre chaque visite. Couper ce lien n'était pas quelque chose que je pouvais infliger à ma fille, et il le savait. Alors, j'ai arrêté de chercher. Je ne restais pas parce que j'étais faible, je restais parce que partir au mauvais moment m'aurait coûté tout ce que j'avais bâti. Dans une petite ville, Richard O'Neill était respecté. Si je partais, il présenterait cela comme un abandon à la fille ingrate qui emmène notre petite fille loin de nous. Ce récit atteindrait chaque client potentiel dans un rayon de 30 km. J'avais besoin d'être assez forte pour que, le jour où je franchirais enfin la porte, je n'ai plus besoin de rien venant de lui, ni de son terrain, ni de ses babysitting, ni de sa version de l'histoire. Ce jour n'était pas encore là, mais il approchait. Les premières fissures sont apparues chez Lily. Son enseignante m'a convoqué un mercredi. Madame Patterson, une femme charmante, avec 20 ans d'expérience en CE1. Lily est silencieuse à l'heure du déjeuner, m'a-t-elle dit. Les autres enfants lui ont demandé ce que sa maman faisait comme travail. Elle n'a pas répondu. Elle a juste haussé les épaules et a détourné le regard. Je me suis assise sur cette minuscule chaise en plastique, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ma fille, 8 ans, apprenait déjà à avoir honte de moi. Ce soir-là, en bordant Lily, elle m'a demandé, « Maman, est-ce que tu aimes ton travail ?» J'adore mon travail, mon cœur. Alors,
Pourquoi grand-père en parle toujours de façon bizarre? J'ai embrassé son front et j'ai éteint la lumière. Puis je suis allé dans la cuisine, je me suis assise à la table, et j'ai fixé le mur pendant 1 heure. Ce n'était plus seulement à propos de moi. Les plaisanteries de Richard, sa petite mise en scène à chaque fête. Tout cela s'imprégnait dans les os de ma fille. Elle avait 8 ans, et elle apprenait déjà que sa mère ne méritait pas que l'on soit fier d'elle. Cette même semaine, une opportunité est tombée dans ma boîte mail. Un nouveau lotissement de luxe dans la vallée, 12 résidences de vacances, avec un contrat de gestion complète. Le propriétaire cherchait une entreprise unique pour tout gérer. Valeur annuelle, 340 000 $. De quoi doubler mon chiffre d'affaires, de quoi embaucher une équipe complète, de quoi quitter le pavillon pour de bon. J'ai appelé Gloria, je lui ai parlé de cette opportunité et de Lily. Elle est restée silencieuse un moment. Puis, la peur est aussi un propriétaire, Théa, et le loyer ne cesse d'augmenter. Ce soir-là, j'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro du promoteur. 2 sonneries. Une voix a répondu calme, professionnelle, posée, Frank Callaway, Callaway Développement. Que puis-je pour vous? J'ai pris une inspiration, et j'ai fait mon argumentaire. Frank Callaway n'a pas dit oui au premier appel. Il a dit, envoyez-moi votre portfolio. C'est ce que j'ai fait. Chaque photo de propriété, chaque référence client, chaque rapport d'entretien que j'avais classé. J'ai tout mis en forme comme une femme qui avait quelque chose à prouver, parce que c'était le cas. 3 jours plus tard, Frank a rappelé. Je me suis renseigné, a-t-il dit. 3 propriétaires différents dans la vallée m'ont dit la même chose, si vous voulez que ce soit bien fait, appelez Magnolia. Nous nous sommes rencontrés à son bureau, à Staunton, le lundi suivant. Je portais le seul blazer que je possédais, celui qui sentait encore un peu les produits de pressing parce que je ne l'avais fait nettoyer qu'une seule fois. Frank m'a serré la main, m'a regardé dans les yeux, et a dit, vous êtes quelqu'un de sérieux, Théa. On y va. J'ai signé un contrat de gestion de 2 ans pour 3 propriétés, la phase initiale de son projet. Juste comme ça, Magnolia est passé d'une entreprise à une seule camionnette, à une société dotée d'une véritable infrastructure. J'ai embauché 4 nouvelles personnes ce mois-là. Cette même semaine, à la maison, le coup de grâce est tombé. Richard m'a appelé dans son bureau. La pièce sentait le tabac de pipe et le vieux cuir, la pièce où il rendait ses jugements, et non des requêtes. J'ai besoin que tu signes des documents, a-t-il dit. Quels documents? Un accord stipulant que tu quitteras le pavillon d'ici mars. Mars? C'est dans 4 mois. C'est bien assez de temps. J'ai regardé le document sur son bureau. En-tête professionnelle, jargon juridique, une date de départ imprimée en gras. Pourquoi, ai-je demandé. Il s'est adossé à son fauteuil. Parce que c'est ma propriété, voilà pourquoi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai fixé ce document et j'ai remarqué le nom d'un cabinet d'avocats, pas un avocat de famille, mais un cabinet spécialisé dans l'immobilier commercial. Quelqu'un était en train d'acheter ce terrain. Je ne signe rien ce soir, ai-je dit. Je vais d'abord le lire. Je suis sorti. Mes mains étaient stables, mon cœur, lui, ne l'était pas. L'approche de Patricia était toujours plus douce, ce qui rendait les choses encore pires. Elle m'a invité à prendre le thé le lendemain matin. La cuisine sentait la camomille. Elle avait sorti les belles tasses, celles avec les bords dorés et une offre de paix emballée dans de la porcelaine. Ton père subit beaucoup de stress, a-t-elle commencé, les yeux humides, les mains jointes, une performance de mère inquiète, répétée à la perfection. Ses investissements n'ont pas été bons. Il doit vendre ce terrain, Théa. Alors, pourquoi ne m'en a-t-il pas parlé, tout simplement? Nous sommes en train d'en parler. C'est juste que tu n'écoutes pas. J'ai posé ma tasse. Vous me demandez de faire déménager ma fille du seul foyer stable qu'elle ait connu, dans 4 mois, sans m'en dire la raison, jusqu'à ce que je le découvre par moi-même. L'expression de Patricia a changé. La douceur s'est évaporée. Meredith ne rendrait jamais les choses aussi difficiles. Meredith ne vit pas dans un pavillon sur le terrain de son père. Exactement. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Parce que Meredith a fait quelque chose de sa vie. Les mots ont résonné comme une gifle.
Non pas parce qu'ils étaient cruels et j'avais entendu pire, mais parce qu'ils venaient de ma mère. La femme qui me tressait les cheveux avant l'école. La femme qui était censée être mon refuge. Je me suis levé. J'ai laissé le thé sur la table. Je n'ai pas claqué la porte, je l'ai simplement refermée derrière moi, ce qui, d'une certaine façon, a semblé encore plus bruyant. Ce soir-là, assise sur le perron du pavillon pendant que Lily dormait, mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro que je n'avais pas vu depuis des mois, Meredith. Pouvons-nous parler en privé? J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Ma sœur ne m'avait pas écrit depuis plus d'un an, pas pour mon anniversaire, ni pour celui de Lily, ni pour quoi que ce soit. Et là, sans prévenir, elle voulait parler. Quelque chose n'allait pas, je ne savais pas encore quoi. Nous nous sommes retrouvés dans un café à Waynesboro, à 20 minutes de Millbrook, assez loin pour que personne ne puisse faire de rapport. Meredith avait l'air différente. Pas mal, exactement, mais comme diminuée. Ses cheveux étaient tirés en arrière, elle ne portait pas de boucle d'oreille. Cette posture assurait que j'avais passé ma vie à envier, s'était muée en quelque chose qui ressemblait à de l'épuisement. Elle a commandé un café noir, j'ai pris la même chose. Nous nous sommes assises près de la fenêtre et, pendant une minute entière, aucune de nous n'a parlé. Puis, elle l'a dit, Donald veut divorcer. J'ai cligné des yeux, depuis quand? Depuis juillet. Cela fait 4 mois que nous faisons semblant. Pourquoi me le dis-tu à moi? Elle a regardé sa tasse, parce que tu es la seule personne de cette famille qui sait ce que c'est que de tout recommencer à zéro. Je ne m'attendais pas à ce que cela me touche autant. Meredith, la fille en or, celle dont le nom ouvrait chaque toast, était assise en face de moi dans un café, en train de me demander comment survivre. Un autre silence, puis, plus bas, je sais qu'il te traite différemment. Je n'ai jamais rien dit. J'aurais dû. Je ne lui ai pas dit que ce n'était rien, parce que ça ne l'était pas. Quel est le montant de tes dettes, ai-je demandé à la place. Elle a tressailli, 180 000 de prêts fédéraux. C'est Donald qui gérait les remboursements. Si nous nous séparons. Elle n'a pas fini sa phrase. Je pouvais deviner la suite. Elle m'a demandé si je connaissais un bon avocat pour le divorce. Je lui ai donné un nom, celui-là même que j'avais utilisé 5 ans plus tôt. Elle l'a noté sur une serviette en papier, l'a glissé dans son sac et, pendant un instant, elle a ressemblé exactement à la jeune fille effrayée de 19 ans dont je me souvenais, avant que l'école de médecine ne la transforme en un titre prestigieux. Je n'éprouvais pas de pitié pour elle, mais je n'éprouvais pas non plus de satisfaction. Je me sentais simplement fatigué. En rentrant, j'ai pensé à quel point c'était ironique, les deux filles O'Neill assises dans des cafés, essayant de comprendre comment survivre à des hommes qui les avaient laissées tomber. À ce moment-là, je n'arrêtais pas de me demander, si Meredith était aussi en train de s'effondrer, pourquoi mes parents avaient-ils un tel besoin de cette image parfaite? Pourquoi avaient-ils passé des décennies à construire une famille de façade, alors que personne à l'intérieur n'allait vraiment bien? Pensez-vous que ce soit de l'amour, ou simplement la peur du « qu'en dira-t-on » ? J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Dites-le moi dans les commentaires. 3 mois avant Thanksgiving, c'est là que l'appel est arrivé. Magnolia avait grandi, 12 employés, 15 propriétés de luxe à travers la vallée de Shenandoah. Le chiffre d'affaires avait franchi la barre des 2 millions plus tôt cette année-là, et je gérais une véritable organisation, logiciel de planification, équipe en uniforme, bilan trimestriel avec les clients. La jeune femme qui récurait des baignoires pour $15 de leur signait désormais des contrats lors de déjeuners d'affaires. Personne dans ma famille n'en connaissait l'ampleur. Pour eux, j'étais toujours Théa, celle qui fait le ménage. Puis, une journaliste a appelé, « Bonjour, Madame O'Neill. Je travaille pour le Shenandoah Business Journal. Nous préparons un dossier sur les entrepreneurs locaux de moins de 35 ans. Votre nom est revenu 3 fois, par des recommandations différentes. 3 personnes différentes m'avaient recommandé. Pas Meredith, ni les contacts du Rotary de mon père. Moi. J'ai accepté l'entretien à une seule condition, s'il vous plaît, ne mentionnez pas ma famille ou mon parcours personnel. C'est au sujet de l'entreprise. La journaliste, une jeune femme nommée Kelsey, a passé 2 heures avec moi sur l'un des domaines que je gérais. Elle a pris des photos de l'équipe au travail. Elle a posé des questions sur les revenus, la stratégie de croissance, la fidélisation des clients. Elle m'a traité comme une PDG, parce que c'était ce que j'étais.
Ce numéro paraîtra la semaine de Thanksgiving, a dit Kelsey en rangeant ses affaires. Je vous enverrai un exemplaire en avance. Thanksgiving. Le moment semblait presque poétique. Je ne l'ai pas dit à mes parents. Je ne l'ai pas dit à Meredith. La seule personne à qui j'en ai parlé, c'est Gloria, qui m'a écouté au téléphone, puis a ri d'un rire chaleureux et surpris. Eh bien, a-t-elle dit, cela va rendre les fêtes intéressantes. Pour la première fois en 6 ans, quelqu'un s'intéressait à mon travail, non pas comme une chute de plaisanterie, mais comme une réussite. Et j'ai gardé ce sentiment précieusement, niché au creux de ma poitrine comme une allumette craquée dans une pièce sombre, en attendant. 2 semaines avant Thanksgiving, j'étais dans la cuisine de la maison principale, en train d'aider Patricia à trier sa liste d'invités, quand Richard est entré, le torse bombé, tenant son téléphone comme un trophée. Devinez qui vient pour Thanksgiving, a-t-il lancé. Patricia a levé les yeux, qui ça? Frank Callaway. Il a prononcé ce nom comme s'il annonçait la venue d'un roi. Frank Callaway, propriétaire du Callaway Development Group, le plus grand promoteur résidentiel de la vallée de Shenandoah. Richard tournait autour de Frank depuis des mois, essayant de finaliser la vente de son terrain. C'est ma chance, a poursuivi Richard. Callaway à notre table. De la bonne nourriture, du bon vin, une bonne impression. D'ici le nouvel an, l'affaire est bouclée. Je me tenais devant le plan de travail, une cuillère de service à la main, et j'ai senti mon sang se glacer. Frank Callaway est l'homme avec qui j'avais un appel vidéo programmé chaque mardi à 9h du matin. L'homme dont je gérais les propriétés depuis 2 ans. L'homme qui me décrivait comme l'opératrice la plus fiable de la région. Mon père n'avait jamais pris la peine de demander le nom de ma société. Il n'avait jamais visité mon bureau. Il n'avait jamais fait de recherche sur moi. Et Frank. Frank n'avait aucune raison de connaître mon nom de jeune fille, ou de savoir que la femme qui dirigeait Magnolia Estate Service rentrait chaque soir dans un pavillon de 28 mètres carrés, situé derrière la maison de son père. 2 mondes totalement séparés étaient sur le point d'entrer en collision, autour de la même table de dîner. Je me suis éclipsé, je suis retourné au pavillon, et j'ai appelé Gloria. Frank Callaway vient pour Thanksgiving, ai-je dit. Papa l'a invité. Un silence. Puis Gloria a expiré lentement, eh bien, a-t-elle dit, cela va être très intéressant. Qu'est-ce que je dois faire? Rien. Tu n'as rien à faire, Théa. La vérité finit toujours par se frayer un chemin par elle-même. Puis, elle a ajouté presque nonchalamment, j'ai mes propres projets pour Thanksgiving cette année. Je n'ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. J'aurais probablement dû. Le lundi précédent Thanksgiving, mon père m'a convoqué à nouveau dans son bureau. Cette fois, le document était différent, plus épais, notarié d'un côté un accord de départ avec une date limite imprimée, le 1er mars. Signe ça d'ici Thanksgiving, a ordonné Richard. Il ne s'est pas assis. Il se tenait derrière son bureau, comme un homme habitué à dominer les autres. Après cela, je fais intervenir un avocat. J'ai pris les papiers, j'ai lu lentement. Les conditions de départ, la renonciation à toute réclamation sur la propriété et, enfoui à la 2e page, le prix de vente, 410 000 $. Richard vendait le terrain sur lequel je vivais, le terrain que Lily considérait comme sa maison. J'ai tourné à la dernière page et j'ai vu le nom de l'acheteur, Callaway Development Group. Mon cœur a manqué un battement, j'en ai eu la nausée. Mon père vendait la propriété à mon plus gros client. Le même homme qui l'avait invité au dîner de Thanksgiving. Le même homme qui ne savait pas que le pavillon que Richard avait promis comme étant vacant, m'abritait, ma fille et moi, chaque nuit. J'ai regardé Richard. Il m'a rendu mon regard assuré, imperturbable, comme un homme qui avait déjà gagné. Tu as dit à Frank que le pavillon était vide, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Il le sera, puisque tu vas partir. Parce que je prends une décision commerciale. J'ai reposé les papiers sur son bureau. Je n'ai pas signé. Je n'ai pas discuté. Je me suis simplement dirigé vers la porte. Théa. Sa voix s'est durcie. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. J'ai tourné la poignée. Ce n'est pas moi qui rends les choses difficiles, papa. Je suis allé au pavillon, j'ai fermé la porte, je me suis assise par terre et j'ai appelé mon comptable, puis mon avocat, puis Gloria.
Thanksgiving était dans 5 jours. Et pour la première fois en 6 ans, je ne l'appréhendais pas. J'étais prête. Le matin de Thanksgiving sentait la cannelle et le romarin, et quelque chose que je ne pouvais pas nommer peut-être de l'appréhension. Je me suis réveillé tôt, j'ai habillé Lily avec sa robe en velours côtelé vert, celle avec les petites feuilles brodées. Elle a tournoyé devant le miroir et a demandé « Est-ce que je suis jolie, maman ?»« Tu es parfaite. »« Est-ce que grand-père sera gentil aujourd'hui ?» Je me suis agenouillé pour replacer une mèche de cheveux derrière son oreille. « Je ne sais pas, ma puce, mais je serai juste à côté de toi tout le temps. » À 9 heures du matin, j'étais dans la cuisine de mes parents. Tablier noué, cheveux attachés, les mains dans la dinde comme chaque année. Patricia m'avait confié la cuisine parce que Meredith doit se préparer. Comme si rôtir une volaille de 9 kilos et préparer 4 accompagnements de A à Z n'était pas un travail qui méritait, lui aussi, de se préparer. Meredith est arrivée à midi, brushing impeccable, boucle d'oreilles en perles, cachemire de couleur crème. Donald la suivait, silencieux, tenant une bouteille de vin comme s'il portait sa propre pierre tombale. Les invités sont arrivés au compte-gouttes, tante Carole et oncle Jim, les Warren qui habitaient 2 maisons plus loin, le pasteur David et sa femme Ruth, le cousin de Richard, Ray, avec son épouse, ainsi que 2 couples du Rotary Club. Et puis, à 12h30, un SUV noir s'est garé dans l'allée, Frank Callaway et sa femme Donna. Richard s'est pratiquement précipité vers la porte d'entrée, Frank. « Bienvenue, bienvenue. Nous sommes si heureux que vous ayez pu venir. » Frank est entré, poli, serein. Il a balayé la pièce du regard. Puis il m'a vu, debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine tablier sur moi, cheveux tirés en arrière, de la sueur sur les tempes après 3 heures de cuisine. Patricia s'est interposée, « Oh, ça c'est Théa, notre fille cadette. Elle est d'un peu pour la maison. » Frank a hoché la tête poliment. Une lueur a traversé son regard, une reconnaissance, peut-être mais c'est passé. Il a rejoint le salon, et Richard l'a emmené vers la porte arrière pour lui faire visiter le terrain. Mon terrain. Le dîner a commencé à 14 heures. 14 personnes autour d'une table dressée avec la plus belle vaisselle de Patricia, les assiettes blanches avec le liseré bleu qui ne sortait que pour les grandes occasions. Les bougies étaient allumées, les serviettes pliées, tout était arrangé pour ressembler à une famille qui avait tout réussi. Richard s'est levé en bout de table, et a tapoté son verre avec une fourchette. « Je tiens à rendre grâce, » a-t-il dit, de cette voix chaleureuse, façon sermon du dimanche, qu'il empruntait toujours devant les invités. Pour cette famille, pour cette maison, et surtout pour ma Meredith, le docteur Meredith O'Neill Hartley, qui fait notre fierté à tous. Applaudissements, chaleureux et automatiques, comme à l'église. Meredith a souri, un sourire crispé, pratiqué. À côté d'elle, Donald fixait son assiette. Sa mâchoire était contractée, personne ne l'a remarqué. Richard n'avait pas fini. Et bien sûr, Théa. Il s'est arrêté, a laissé passer un silence, et a souri. L'une de mes filles est médecin, l'autre est femme de ménage. Il a ri et ce petit rire bas et suffisant que j'avais entendu 100 fois. Quelques personnes ont ri avec lui, le cousin Ray, l'oncle Jim, ce genre de rire nerveux et réflexe qui remplit l'espace quand on ne sait pas quoi faire d'autre. La majeure partie de la table est devenue silencieuse. Le pasteur David a baissé les yeux vers sa serviette. Ruth a pincé les lèvres. Donna Callaway a bougé sur sa chaise. Frank, assis à 3 sièges sur ma droite, n'a pas ri. Il a regardé mon père, puis il m'a regardé. Sous la table, la main de Lily a cherché la mienne. Ses petits doigts étaient froids. Je les ai serrés. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas réagi. Pas encore. Mais j'ai senti le regard de Frank rester sur moi un instant de plus qu'il n'aurait dû. Comme un homme essayant de situer un visage. Comme une pièce de puzzle flottant juste au-dessus du bon emplacement. Il n'avait pas encore fait le lien. Pas encore. Mais la soirée ne faisait que commencer. Après le plat principal, une fois que la dinde fut découpée, que les accompagnements eurent circulé et que tout le monde se fut resservi, Patricia s'est levée. Elle tenait son verre comme une femme sur le point de recevoir un prix. « Je voudrais juste ajouter mon propre petit toast », a-t-elle dit, de sa voix mielleuse. À Meredith, la lumière de notre famille. Nous sommes si bénis. Elle n'a pas prononcé mon nom. Elle ne m'a pas regardé.
Elle n'a pas mentionné Lily. La table a murmuré son approbation, d'autres tintements de verre, d'autres sourires dirigés vers Meredith qui, à ce stade, semblait vouloir se fondre dans le papier peint. Et puis, dans le silence qui a suivi la dépose des verres, une petite voix s'est élevée, « Maman ». Lily, assise juste à côté de moi, les yeux grands ouverts, humide et confus, « Maman, pourquoi grand-père dit que tu n'es qu'une femme de ménage? Est-ce que c'est mal d'être femme de ménage ?» La table s'est figée. Chaque fourchette s'est arrêtée. Chaque souffle a été retenu. Patricia a été la première à se reprendre, « Lily, ma chérie, grand-père essayait juste d'être drôle. » Lily a regardé sa grand-mère, mais personne n'a ri. Le silence. Ce genre de silence qui pèse des tonnes. J'ai regardé ma fille, cette petite personne courageuse et honnête, qui venait de dire tout haut ce qu'aucun adulte à cette table n'avait eu le cran de dire. J'ai regardé Frank Callaway, qui observait la scène avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. J'ai regardé mon père, toujours debout en bout de table, son verre à la main, son sourire s'effaçant. Et quelque chose en moi, quelque chose qui avait été plié, étiré, et piétiné pendant 6 ans, pendant 20 ans, pendant toute ma vie, et s'est finalement, doucement, libéré. Pas brisé, mais libéré. J'ai posé ma serviette sur la table, j'ai repoussé ma chaise et je me suis levé. Le bruit de la chaise a raclé le parquet. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. J'ai d'abord regardé ma fille, puis j'ai pris la parole. Lily, être femme de ménage n'est pas une mauvaise chose. Tout travail honnête est un bon travail. Ma voix était calme, posée et de la même façon que je m'adresse à mes clients, et non plus comme je parlais autrefois à mon père. Mais puisque grand-père a soulevé le sujet, laisse-moi te dire ce que maman fait réellement. Le sourire de Richard a disparu, Théa, assieds-toi. Ce n'est pas le moment. Tu as décidé que c'était le moment, papa. Je n'ai pas élevé la voix, je n'en avais pas besoin. Tu t'es levé devant 14 personnes pour me définir. Maintenant, c'est à moi de me définir. L'atmosphère était devenue irrespirable. La main de Patricia s'est portée à sa gorge. Les yeux de Meredith se sont agrandis. J'ai commencé par nettoyer des maisons, ai-je dit, en regardant Lily mais en m'adressant à chaque personne présente. C'est vrai. Et je n'en ai pas honte. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai bâti une entreprise. Elle s'appelle Magnolia Estate Service. Je gère 15 propriétés de luxe à travers la vallée de Shenandoah. J'ai 12 employés à plein temps. Et l'année dernière, mon chiffre d'affaires était de 2,3 millions de dollars. Rien. Pas un bruit, pas un mouvement. Juste 14 personnes en train de recalculer tout ce qu'elles pensaient savoir sur moi. Le visage de Richard. Je ne l'oublierai jamais. Les couleurs ont quitté ses joues comme si on avait retiré un bouchon. Sa bouche s'est ouverte, refermée, puis ouverte à nouveau. Théa, pourquoi fais-tu une scène, a demandé Patricia. Je ne fais pas une scène, maman. Je termine le toast de papa. Puis, à l'autre bout de la table, j'ai entendu un verre être posé lentement, délibérément. Frank Callaway me fixait, non pas avec surprise, mais avec reconnaissance, ce genre de déclic qui se produit quand le dernier cran d'une serrure s'enclenche enfin. Attendez, a-t-il dit. Frank s'est levé, sans précipitation, sans drame, de la manière dont un homme se lève quand une chose importante doit être dite, et qu'il n'est pas du genre à crier. Théa O'Neill, a-t-il dit. Vous êtes la propriétaire de Magnolia Estate Service? Tous les regards oscillaient entre nous deux. Oui, monsieur Callaway. Frank s'est tourné vers mon père. Son expression avait changé, la confusion polie laissant place à quelque chose de beaucoup plus dur. Richard, tu ne m'as pas dit que ta fille dirigeait Magnolia. La bouche de mon père a bougé, mais aucun son n'en est sorti. Elle gère l'intégralité de mon portefeuille de Shenandoah depuis 2 ans, 3 propriétés, avec des contrats de service complets. La voix de Frank était égale, factuelle, la voix de quelqu'un qui choisit ses mots avec soin, car les mauvais pourraient causer des dégâts. C'est l'une des meilleures gestionnaires de la région. Richard s'est agrippé au dossier de sa chaise, Je ne savais pas. Tu ne savais pas, a répété Frank, d'un ton plat. Ce n'était pas une question, c'était un constat. Richard, mardi dernier, tu m'as dit que ta cadette cherchait du travail. La pièce a semblé retenir son souffle. Cherchait du travail, a répété l'oncle Jim à voix basse.
Tante Carole a couvert sa bouche de sa main. Le pasteur David a fermé les yeux. Patricia a tenté de sauver les meubles, nous avons toujours su que Théa travaillait dur. Franck ne l'a même pas regardé. Il fixait toujours Richard, et Richard regardait la nappe comme s'il espérait disparaître dedans. Tu m'as invité chez toi, a dit Franck calmement. Tu m'as présenté ta fille comme la femme de ménage alors que, pendant tout ce temps, c'est la personne à qui je confie un portefeuille qui vaut plus que toute cette rue. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Je ne ressentais pas de triomphe. Je ressentais quelque chose de plus étrange comme si je voyais un mur s'écrouler, en réalisant que j'étais resté debout derrière lui toute ma vie. Lily a tiré sur ma main. J'ai baissé les yeux vers elle. Maman, a-t-elle chuchoté. Est-ce que c'est le monsieur de tes appels du mardi? J'ai failli rire, oui, ma puce, c'est lui. La sonnette a retenti. Le timing était si précis que cela aurait pu sembler mis en scène, mais ce ne l'était pas. Gloria avait toujours eu le sens des entrées dramatiques, probablement la seule chose qu'elle et Richard avaient en commun. Patricia a ouvert la porte. Son visage est devenu livide. Gloria Ashford se tenait sur le perron, vêtue d'un manteau bleu marine, une bouteille de vin dans une main et un magazine dans l'autre. Ses cheveux argentés étaient attachés, et elle souriait de ce sourire qu'arbore une femme qui attend ce moment précis depuis 10 ans. « Qu'est-ce que tu fais là » a lancé Richard, la voix brisée. « Tu n'étais pas invité. »« Je sais. » Gloria est entrée. Ses yeux ont balayé la pièce, les invités pétrifiés, les couverts éparpillés, ces 14 visages qui semblaient avoir collectivement oublié comment respirer. Mais j'ai apporté quelque chose pour ma nièce. Elle est passée devant Patricia, devant Richard, et s'est dirigée droit vers la table. Elle a posé le Shenandoah Business Journal bien à plat sur la nappe blanche, juste entre la sauce au canneberge et la saucière. Puis elle l'a ouvert à la page du dossier spécial, une pleine page avec une photo de moi debout devant un domaine en pierre, les bras croisés, le logo de Magnolia sur la camionnette derrière moi. Le titre, Magnolia Estate Service, comment une mère célibataire a bâti une entreprise de 2,3 millions de dollars en partant de rien. Le magazine est passé de main en main, Tante Carole, le pasteur David, Ruth, Donna Callaway qui l'a lu 2 fois. La femme de Ray l'a tenue face à la lumière, comme si elle inspectait un diamant. Richard, debout en bout de table, regardait son vernis social, si soigneusement construit, se désagréger. Gloria a regardé son frère, sans cruauté, mais avec quelque chose qui ressemblait à de la peine. Tu as été tellement occupé à avoir honte de ta fille, a-t-elle dit, que tu n'as même pas vu ce qu'elle est devenue. Richard n'a rien dit. Pour la première fois en 63 ans, Richard O'Neill n'avait absolument plus rien à dire. Franck a ramassé le magazine, a lu le premier paragraphe, et l'a reposé. Puis il s'est tourné vers Richard avec l'expression d'un homme qui vient de voir son contrat renégocié sans son consentement. Richard, sa voix était pesée. Le terrain que tu me vends, c'est bien le terrain où ta fille habite? La mâchoire de Richard s'est contractée, c'est une question séparée. Ta fille est-elle en train d'être expulsée à cause de notre accord? Silence, encore. Mais ce silence-là avait des dents. J'ai pris la parole sans hausser le ton, sans satisfaction particulière, juste avec clarté, j'ai vu le contrat sur son bureau la semaine dernière. Il m'a demandé de signer un accord de départ pour Thanksgiving. Le prix de vente est de 410 000 $. Et il vous a dit que le pavillon était vide. Franck s'est adossé à sa chaise. Il s'est frotté le front d'une main. Richard, je ne fais pas d'affaires de cette façon. Franck, c'est une affaire de famille. C'est devenu mon affaire à la seconde où tu m'as menti. Franck a secoué la tête. Tu m'as affirmé que ce pavillon était vacant. J'ai basé mon offre là-dessus. La table s'était brisée en une douzaine de réactions privées. Tante Carole chuchotait à Jim. La femme du pasteur David serrait le bras de son mari. Les Warren avaient l'air de spectateurs d'un accident de voiture au ralenti. Et puis, du bout silencieux de la table, Donald Hartley a pris la parole. « Je suis désolé », a-t-il dit, d'une voix rauque, comme s'il n'avait pas parlé depuis des semaines. Mais ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste. Meredith a regardé son mari. Pendant un instant, quelque chose est passé entre eux, pas de l'amour, ni du pardon, mais peut-être le fantôme de la raison pour laquelle ils s'étaient choisis au départ. Elle a glissé sa main sous la table pour prendre la sienne. La pièce était en ruine non pas à cause de cris ou de violence,
mais simplement à cause de la vérité, debout au milieu d'une table de Thanksgiving, refusant de se rasseoir. Frank s'est levé. Il a boutonné sa veste, un petit geste délibéré qui en disait plus long que n'importe quel discours. Richard, je vais devoir mettre nos discussions sur le terrain en pause. Sa voix